Chers téléspectateurs, bienvenue au 5e numéro de votre émission N'ayons pas peur des mots. Aujourd'hui avec nous pour parler gouvernance, Maître Moutakatal. Maître Moutakatal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à vous. Merci à celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Monsieur Tal, d'entrée de jeu, nous sommes tentés de vous demander pourquoi avoir lancé le mouvement Ouma. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci, me permettez avant, nous sommes à deux moments clés de la vie de notre nation. Nous sommes en plein Ramadan, un moment important pour la communauté musulmane. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous un excellent Ramadan, mais nous sommes aussi en début d'hivernage. Vous savez que l'hivernage, c'est un des moments les plus déterminants de la vie économique de notre pays. Souhaiter que nous puissions bénéficier, par la grâce et la clémence du bon Dieu, d'un bon hivernage. C'est le souhait. Merci. Pourquoi Ouma? Vous l'avez lancé dans les sillages du SNID, qui est un parti politique qui existe depuis l'avènement de la démocratie, sinon bien avant. Bien. Je n'ai pas lancé Ouma avec des femmes et des hommes dont certains n'ont jamais milité dans un parti ou dans une association. Nous avons fait le constat que autant on ne peut pas écarter les partis politiques de la vie publique, sauf à vouloir la dictature ou le populisme, autant les partis politiques ne peuvent pas continuer à assumer le monopole de la gestion des affaires publiques. Avec les mêmes personnes, nous avons constaté aussi l'échec de la gouvernance en cause. Nous nous sommes dit, beaucoup critiquent dans les salons, il faut en sortir et tirer les conséquences de ces réflexions. Premièrement, si les partis politiques seuls ne doivent plus ou ne peuvent plus, il faut leur adjoindre les autres composantes, les autres couches de la société malienne, qui sont à deux endroits. Certains se retrouvent dans la société civile structurée. Il faut aller les chercher. Il y a, en dehors de la vie politique et partisane et de la vie associative, des milliers et des milliers de Maliens qui ne sont ni dans une association, ni dans un parti politique, mais qui sont prêts à tout pour le pays. Nous avons décidé aussi d'aller les chercher, mais en veillant à ne pas les amener pour soutenir juste un parti ou un candidat, mais à les mettre ensemble pour réfléchir, élaborer un projet, le porter pour in fine mettre en application, si les Maliens l'acceptent, cette idée de démocratie plus participative et plus pertinente. Voilà Ouma, dont le SNID est membre. Le SNID aussi est membre de Ouma. Parce que Ouma a cette particularité qu'elle accepte les personnes physiques, les associations, les syndicats, les groupements, les candidats, et il ne demande à personne, Ouma, de renoncer à son identité et à ses spécificités. Il s'agit de créer une synergie, de mutualiser sans jamais demander à quelqu'un et renonce à toi-même. On dit simplement, es-tu d'accord avec le projet? Veux-tu l'enrichir? D'accord, allons-y. Et quelle est la nature de la moisson? Elle est bonne ou elle est à hauteur des souhaits? Nous avons beaucoup travaillé depuis le lancement. Rares sont les localités au Mali où aujourd'hui Ouma n'est installé ou en voie d'installation. Nous avons travaillé dur, nous continuons à le faire et juste après le mois de Ramadan, nous pourrons montrer aux Maliennes et aux Maliens ce que nous avons fait, l'espoir que peut créer Ouma et sa capacité à être présent, fortement présent lors des prochaines consultations. C'est important la présence des mouvements qui puissent rassembler. Et monsieur Tal, il y a une question qui taraude beaucoup les esprits. Êtes-vous candidat à l'élection du président de la République cette année?
Vous savez, quand on décide d'aller dans une démarche participative et respectueuse des autres, on ne décide pas tout seul. Est-ce que je suis candidat? J'espère pouvoir vous dire très bientôt oui au sortir d'une procédure qui n'est pas conflictuelle d'ailleurs au sein de Human, mais qui est respectueuse des avis non seulement de la coordination nationale, mais aussi des structures que nous avons mises en place. Alors, je vous ai dit qu'après le mois de Ramadan, nous serons présents sur la scène et à cette occasion, ce débat sera définitivement vidé et j'espère que ce jour-là, ma réponse pourra être très claire pour vous en disant oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2018. Au cas où vous seriez candidat, êtes-vous ouvert à un débat contradictoire avec les autres candidats? Vous savez, j'ai toujours dit, et je crois avoir été le premier à le dire, que le débat électoral ne doit pas se limiter à la distribution d'argent sur la table, des t-shirts, des casquettes, même d'arômes magiques. Et qu'il faut débattre. Il y a près de 15 ans, c'était pas une boutade, c'était la vérité. Notre chaîne publique diffusait 2 films hindous par semaine, ce qui prenait 4 heures. Alors même que le temps imparti à l'époque, à près d'une vingtaine de candidats à l'élection présidentielle, faisait moins de 2 heures. Je dis, mais attendez. C'est un paradoxe. On peut faire l'économie d'un film hindou par semaine et permettre le débat. Vous savez, il n'y a pas de démocratie réelle sans un véritable débat d'idées. Pendant les périodes électorales, mais aussi en dehors des périodes électorales, le fait qu'il n'y ait pas de débat dans notre pays est à la source de beaucoup de nos problèmes. Quand j'ai été ministre de l'économie numérique et de la communication, au cours d'un conseil d'administration de l'ORTM, j'ai fait acter très clairement que des débats incluant l'opposition politique aient régulièrement lieu à l'ORTM. J'attends, je suis parti peut-être juste après, j'attends que cette délibération importante soit mise en œuvre et en toute hypothèse, là c'est le secteur public, pas d'État, médias publics, les médias privés, les télé privées, les radios, les journaux, chacun doit faire en sorte qu'il y ait des espaces de débat comme celui-ci. Sans débat, il n'y a pas de démocratie. C'est le souhait, c'est ce que nous recherchons avec les différents candidats. Et je vous en félicite. Merci. Et ça explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Nous osons espérer que le jour où nous allons vous inviter à venir débattre contradictoirement avec les autres candidats, si vous êtes d'aventure, on va dire, partant pour les élections, que vous serez là pour débattre avec eux. Être partant pour les élections n'est pas une aventure pour moi. Je vous ai dit qu'il y a des formalités accomplies et que je pourrais vous dire très clairement oui. Alors, cela dit, participer à un débat électoral, à un débat en dehors des élections, oui, il faut que cela soit plus qu'une tradition, un réflexe dans notre pays. Nous avons commencé le travail avec, c'est un partenariat entre les réseaux Akili, les studios Tamani et les groupes Renouveau. Nous cherchons à tisser d'autres partenariats avec d'autres médias. C'est des partenariats qui, on va dire, seront imminents. Monsieur Tall, vous qui êtes un témoin et un acteur majeur de l'avènement de la démocratie au Mali, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette démocratie plusieurs décennies après? Vous savez, j'ai toujours dit qu'il faut faire le distinguo entre 2 moments importants. La lutte pour la démocratie sous la conduite du mouvement démocratique jusqu'à l'avènement de la démocratie et jusqu'au 8 juin 1992, date de prestation de serment du président Alpha Omar Konaré, que l'on peut imputer au mouvement démocratique, qui avait des objectifs très clairs et qui, de mon point de vue, ont été assumés. Non, beaucoup disent que ces objectifs ont été sacrifiés à l'autel des ambitions personnelles. C'est cette confusion que je souhaite lever. Jusqu'au 8 juin 1992, avec le gouvernement de transition, le comité de transition pour le salut du peuple, le mouvement démocratique était au pouvoir avec des objectifs à minima qui consistaient à instaurer et à consolider la démocratie pluraliste,
à assurer la participation du plus grand nombre à la gestion des affaires publiques et à faire en sorte qu'il y ait une justice égale pour tous. Mais à partir du 8 juin et des premières élections pluralistes, ce sont des régimes qui ont pris le relais. Et l'appréciation que l'on fait du bilan de ces régimes est à tort imputée au mouvement démocratique. Cette confusion devrait être levée. Il est vrai que beaucoup d'acteurs du mouvement démocratique se sont retrouvés dans ces régimes, mais pour autant, on ne peut pas faire la confusion. Mais on ne peut pas être honnête et ne pas dire que le comportement de certains, des dirigeants, souvent issus du mouvement démocratique, était exempt de reproches. C'est pour cette raison que nous nous sommes retrouvés dans l'opposition. C'est pour cette raison que nous avons déposé des motions de censure. C'est pour cette raison que nous avons fait des procès, des marches. C'est pour cela qu'on nous a arrêtés et mis en prison, incendié nos domiciles et nos cabinets, parce que nous étions en désaccord avec ce que faisaient certains d'entre nous. Mais même là aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et accuser tous ceux qui sont issus des partis qui ont gouverné en ce temps-là. Mais c'était certain. Ils sont connus. Quelquefois, ils sont encore là. Et notre refus aujourd'hui de continuer à participer à la gestion actuelle, de dénoncer ce qui se passe, participe exactement du même combat. Certains ont dévoyé notre combat. Si nous voulons rester ce que nous sommes avec nos idéaux, nous devons refuser et dénoncer ce que nous faisons depuis plus de 2 décennies. Il y va de la stabilité du pays, je dirais. Mais quel parallèle pourrait-on faire entre la crise politique que nous vivons actuellement et la démocratie représentative? Est-ce que cette notion de démocratie représentative n'est pas à l'origine de la crise actuelle? Le socle de la démocratie représentative, ce sont les élections. Je dis toujours jusqu'à aujourd'hui que le Mali pratiquement n'a jamais fait de bonnes élections. Rappelez-vous, première victime des manipulations électorales, je m'en suis plaint en 1992, publiquement, au stade Omnisport, puis sur les antennes de l'Europe TM au journal de 20 heures, pour dire ce qui a été proclamé ne correspond pas aux résultats, mais j'accepte au nom de la paix et de la stabilité, parce que le Mali sortait d'une situation particulière. En 1997, il y a eu la crise post-électorale que nous connaissons, une des plus graves crises que le Mali ait jamais connue. L'opposition a quand même boycotté les élections. Parce que avant les élections, j'ai personnellement déposé une motion de censure contre le Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque pour dire que les élections ne pouvaient pas être organisées dans les conditions du moment et que nous allons droit au mur. Est-ce que nous ne sommes pas dans la même configuration actuellement? Je termine sur ce point. Je n'ai pas été entendu. Des semblants d'élections ont été organisés et je crois que c'était la première fois, en tout cas en Afrique de l'Ouest, que l'ensemble des résultats d'une élection soit censuré par la Cour constitutionnelle pour fraude et absence de liste électorale. Après, il y a eu un forcing pour faire l'élection présidentielle. 3 semaines après, croyez-vous qu'on pouvait faire des listes électorales en 3 semaines? C'est pour cela que l'opposition, à l'époque, s'est sentie exclue du processus. Pas un boycott, mais exclue du processus. En 2002, après la proclamation des résultats, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque a dit « On m'a volé ma victoire, j'étais éligible au second tour. » Oui. Nous sommes arrivés ensuite en 2007. Le candidat Soumaïla Cissé a dit exactement la même chose. En 2012, nous sortions d'une crise. Aujourd'hui, en produisant un certain nombre de documents, Soumaïla Cissé dit « On m'a volé encore ma victoire ». Ça veut dire quoi? Depuis le début des élections, il y a eu des plaintes fortes et majeures. Alors, si le socle de la démocratie représentative, ce sont les élections qui sont mal organisées,
Les institutions qui sortent de ces élections ont mal en leur crédibilité. Et par conséquent, il y a toute la problématique de l'adhésion des citoyens. Depuis le vote, où le taux de participation au Mali est un des plus bas de la sous-région, Oui, certainement. jusqu'à la gouvernance, parce qu'il n'y a pas de gouvernance reçue sans adhésion populaire. Donc, voilà pourquoi nous sommes en crise de démocratie représentative. Il faut donc mettre les choses à l'endroit. 1, faire des élections. 2, comme nous le faisons à Ouma aujourd'hui, impliquer tous les Maliens dans la gestion de la société, pas seulement la classe politique. Et 3, obtenir des résultats qui puissent amener les citoyens à croire à l'action publique, ce qui est loin d'être le cas, surtout aujourd'hui, où ce qui est indexé très souvent à juste titre, c'est l'accaparement sous toutes ses formes. C'est le cas. Vous nous facilitez une transition. Nous arrivons à la question relative aux institutions. Selon Rothstein et Théorel, la bonne gouvernance et le développement économique sont entravés par la faiblesse des institutions, car les institutions publiques sont limitées dans beaucoup de pays en développement. Pour le cas du Mali, vous partagez leur avis quand on sait que le Mali peine, on va dire, depuis son accession à l'indépendance, à atteindre sa vitesse de croisière. Je viens de vous indiquer qu'il n'y a pas de gouvernance réussie sans adhésion du plus grand nombre. Et il n'y a pas d'adhésion du plus grand nombre sans résultat. Aussi longtemps que la gouvernance restera l'affaire d'une élite, d'une minorité, de quelques professionnels de la politique, parce que la politique ne peut pas être une profession. On ne peut pas toute sa vie être porté, pour employer une expression plus triviale, nourri par l'État et par la politique. C'est le cas pour beaucoup. Pour beaucoup. La politique, c'est un sacerdoce. On vient pour apporter sa part à la Constitution nationale, mais on a un travail, on a des revenus. Et le jour où on n'est pas aux affaires, on sait où aller. Parce que la politique, c'est les fortunés et les infortunés. Le pouvoir, c'est exactement comme les saisons. Ça change inéluctablement. Donc, en se mettant dans cette perspective, on se prépare à être soit au pouvoir, soit à l'opposition. Et dans les deux cas, être capable de survenir à ses besoins en dehors des deniers publics. Si on ne fait pas cela, on crée une défiance généralisée. Personne ne croira plus à rien. Toute la classe politique, les honnêtes gens et les brigands seront traités d'égale façon. Tous les Maliens, je pense que l'amalgame est là, se tourneront le dos à l'action publique qui va rester un festival des brigands. Et ça, c'est le pire qui pourrait nous advenir, parce qu'en ce moment, ce ne sont pas des hommes et des régimes qui seront mis en cause, c'est la démocratie elle-même qui sera rejetée. Or, je vous l'ai dit et je le répète, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la démocratie. C'est soit la dictature, soit le populisme. Et les deux sont à rejeter d'égale façon. Oui, mais vous qui êtes acteur de l'avènement de cette démocratie, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour que nos institutions soient au-dessus des hommes? Alors, toute ma vie politique, je me suis battu pour que la démocratie se consolide. Malheureusement, je n'ai jamais été dans une situation où je pouvais décider. Je n'ai pas été le choix des Maliens pour être président de la République jusqu'à cette date. J'espère que ça sera le cas prochainement, si Dieu le veut et si les Maliens... Si Dieu le veut. Deuxièmement, je n'ai pas été chef de gouvernement pour donner le tempo. Troisièmement, je n'ai jamais eu de majorité parlementaire à l'Assemblée pour peser durablement sur la chose. Le combat que je pouvais mener, c'est le combat des idées. Expliquer à nos concitoyens ce qui me semblait être la voie à suivre. Et là, les Maliens peuvent le témoigner, je me suis investi corps et âme, sans calcul et sans arrêt, depuis bientôt 3 décennies. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une lutte importante pour la démocratie, pour la République, à laquelle je n'ai pas participé directement ou indirectement. Jusqu'à ce stade, c'est ce que je peux faire.
puisse Allah me donner la possibilité de faire avancer les choses dans une position différente. S'il y va de l'intérêt du pays, nous vous le souhaitons, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Beaucoup disent que les acteurs du mouvement démocratique ont érigé en mentalité à travers le peuple des mécanismes d'achat de conscience, de vote. Le peuple ne s'identifie plus aux idées, le peuple ne s'identifie plus aux actions, le peuple s'identifie à la tête du candidat, à la faculté du candidat de décaisser de l'argent. Ce qui met à mal la démocratie. Si les idées ne sont pas prises en compte, si les populations doivent voter parce que telle personne est le plus offrant, le mieux disant, je pense que nous ne sortirons pas de sitôt du gouffre dans lequel nous sommes. Ce n'est pas parce que vous accusez la classe politique dans ce domaine que je vais contester ce que vous dites. Je le confirme. J'en ai été plus d'une fois victime. C'est pour cette raison que dès 1992 déjà, et j'ai les documents un peu jaunis parce qu'ils vieillissent aujourd'hui, j'ai présenté un programme. Aujourd'hui, au niveau des Ouma, nous avons commencé par l'élaboration d'un projet de société décliné en 500 propositions. 500 propositions concernant tous les domaines de la vie. Parce que les idées sont irremplaçables en démocratie. Et puis, quelle est la redevabilité si vous ne dites pas, avant d'être élu, voilà ce que je ferai quand je serai élu? Pas sous la forme de littérature. Chacun peut écrire quelque chose qui accroche. Exactement. Mais sous forme de proposition. Et ça, nous avons réussi à en formuler avec des indicateurs de performance concernant 5 domaines principaux. 1. Les questions de gouvernance, de sécurité, les défis sociaux, les défis économiques et financiers et l'emploi, l'éducation. 500 propositions publiées. Alors, sans cela, sans ce débat, sans cet engagement, ce contrat avec le peuple qui est toujours appuyé sur quelque chose, des propositions, on ne peut pas espérer changer les choses. Difficilement. Toujours dans la même logique, on constate qu'en Afrique, les populations ne se sentent pas concernées par les services publics, mais plutôt s'en éloignent. Pour elles, les services publics est essentiellement une affaire de l'État, et l'État, c'est la classe politique. C'est la classe dirigeante, ceux qui ont le pouvoir. Nous le vivons depuis l'avènement de la démocratie. Ceci est dû à quoi? Écoutez, cette rupture de confiance. Il y a des choses simples. Vous voulez que quelqu'un croie en votre système sanitaire. Il vous voit prendre l'avion pour aller soigner un mal de tête. Et quand vous revenez, vous les narguez en disant « je suis allé, je me porte très bien ». Pendant qu'un autre n'a pas accès à la santé. Je n'interdis pas qu'on y aille si on peut aller avec ses moyens propres. Mais dans le même temps, il faut créer les conditions pour que ceux qui ne peuvent pas partir, ou ceux qui ne veulent pas partir, ou ceux qui veulent être soignés ici, se retrouvent avec un bon plateau médical technique, avec des hôpitaux propres. Et tout cela reste possible, il faut le faire. Ayant été ministre de l'enseignement supérieur, je peux dire la même chose de l'éducation. En fait, il nous faut créer chez nous les conditions pour que nos concitoyens croient en ce que nous faisons. Parce que nous avons beaucoup parlé. Nous avons pris des engagements. À un certain moment, nous avons été suivis. Mais beaucoup d'entre nous ont pris des chemins tortueux. Être riche est devenu une vertu. Être honnête reste aujourd'hui... Ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Nous devons inverser cette tendance. C'est pour ça, dans notre programme, nous avons dit qu'il nous faut impérativement mettre au cœur de certaines de nos actions le concept du Dambé, qui est important chez nous. Il faut être fier de ce que l'on apporte à son pays. L'éthique, la morale doivent prendre toute leur place dans notre société. Et cela se fera s'il y a la redevabilité et conséquemment la récompense du mérite et la sanction de la faute.
Voilà des choses qui manquent aujourd'hui et que nous devrions ériger en règle de conduite absolue. Monsieur Tal, êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de ces pays? Mais vous savez, on ne peut pas être constant dans une lutte pendant des décennies et dire je n'y crois pas. C'est difficile. Les indicateurs sont au plus bas. C'est extrêmement difficile. Vous savez, on ne refuse pas d'aller à un gouvernement si on n'a pas de bonnes raisons. On ne quitte pas une majorité présidentielle quand on n'a pas de bonnes raisons. Vous savez que je me retrouve avec le Sénat dans ces deux cas de figure parce que les indicateurs sont bas, parce qu'il faut faire des choses. Les seuls indicateurs qui ne sont pas au rouge aujourd'hui au Mali, ce sont nos résultats macroéconomiques qui devraient nous permettre de souffler. Mais même avec ces résultats macroéconomiques... Je serais tenté de dire que ces résultats sont biaisés, puisque sur le terrain, on ne voit pas... C'est ce que je dis. C'est-à-dire, avec ces bons résultats et la paupérisation croissante, le peuple a l'impression qu'on les nargue. Avec la publication des rapports du vérificateur général non suivis de fait, le peuple a l'impression qu'on les nargue. On ne peut pas se retrouver dans ce genre de situation et espérer pouvoir bénéficier de l'accompagnement des citoyens. Je le répète, accompagnement sans lequel toute action publique est vaine. On ne peut pas avoir de résultats quand l'élite seule s'occupe des affaires publiques et quand les populations n'y croient pas. Nous sommes exactement dans cette situation. M. Tal, vous qui êtes de nature discret et vous qui êtes de nature, on va dire, réservé en termes d'invectives, de critiques, récemment, il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où vous réglez vos comptes avec le régime actuel. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir de vos gangs? Je n'ai pas réglé mes comptes. Vous savez, j'ai la chance aujourd'hui d'être le seul acteur politique présent en première ligne depuis bientôt 30 ans. Dieu merci, le seul en première ligne. J'ai été témoin de pratiquement tout ce qui s'est passé ces dernières années. J'en ai dénoncé, j'ai participé à d'autres. Croyez-moi, je n'ai rien dit. J'ai beaucoup de choses à dire et je ne souhaite pas être mis en situation de les dire. Je préfère simplement que nous prenions des mesures pour faire face à l'avenir de notre pays. Mais cela dit, il faudrait que chacun, à la place qui est la sienne, ait une conscience complète, parfaite de ses responsabilités. Que chacun sache prendre de la hauteur et se maintenir à la hauteur voulue, souhaitée ou octroyée par le peuple. Je ne suis pas un homme d'invective, mais je ne tends pas la joue gauche. Le message a le mérite d'être clair. Monsieur Tal, pensez-vous que la date du 29 juillet est tenable pour les élections? Elle est difficile à tenir, mais c'est pour cette raison que chacun doit mettre tous ses efforts pour accompagner, aider le gouvernement à organiser ces élections le 29. Non pas aider le gouvernement à accomplir une formalité démocratique, mais à organiser des élections propres. Mais cela étant dit, on ne peut pas fermer les yeux sur les difficultés réelles qui jalonnent toujours le chemin de la bonne organisation des élections. Nous avons deux attitudes. Ceux, c'est-à-dire le gouvernement qui nous disent tout est nickel, ça se passera bien, nous avons pris toutes les dispositions. Et ceux qui disent qu'il n'est même pas souhaitable d'organiser les élections, entre les deux. Il y a le fait qu'une élection, c'est des actes à poser, c'est un compte à rebours. Des actes doivent être posés à telle date, au plus tard. Et ce que nous faisons, notre démarche, c'est de nous assurer que ces actes sont posés. D'aider à poser les actes. Mais si nous constatons que ces actes ne sont pas posés, croyez-nous, nous en tirerons les conséquences et nous dirons en ce moment ce qu'il y a lieu à dire.
En ces mois-là, ce serait sans invective, mais avec des éléments concrets. D'ici là, nous voulons attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de choses. On nous assure que les cartes électorales seront à Bamako à telle date. Après, on nous a dit c'est la livraison qui va commencer. Puis, on entend dire on va commencer par desservir les régions les plus éloignées. Après, on verra pour les régions les plus proches. Tout cela, c'est bien. Au nord, nous avons des interlocuteurs. On peut s'entendre. Au centre, nous avons en face de nous des fantômes. Et nous avons surtout des sous-préfets, chevilles ouvrières de la distribution des cartes, qui sont installés dans les chefs-lieux de cercle ou dans les chefs-lieux de région. Quelle distribution sans eux? Nous devons réfléchir à cela. Parce que l'élection présidentielle, c'est une élection à circonscription unique. Ça ne peut pas être comme les communales ou les municipales. On fait là où c'est possible, on ne fait pas là où c'est difficile. Ces équations doivent être posées et discutées. Et dans la démarche, seul le consensus aujourd'hui peut nous permettre et d'avancer et d'éviter les contestations post-électorales. Malheureusement, des actes unilatéraux sont posés. Il convient d'être plus participatif dans la démarche si on veut les résultats que tout le monde souhaite, c'est-à-dire que l'élection ait lieu, que ce soit une bonne élection, que le lendemain soit une fête d'élection. Et si les élections fête démocratique. Si les élections n'ont pas lieu, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dire que le droit sera dit, vu qu'on constate que voilà, de l'avènement de la démocratie à maintenant en général? Si certains actes à poser ne sont pas posés et que de façon incontestable, on se rend compte que ces élections ne peuvent pas être organisées ou bien organisées, il faudrait que soit ceux qui ont en charge la gestion du pays aujourd'hui fassent preuve d'humilité et de responsabilité pour poser les problèmes sur la table et que nous apportions des réponses communes, ou si ce n'est pas le cas, que le peuple encore s'exprime. Ce n'est pas le souhait, parce que au niveau du peuple, beaucoup veulent coûte que coûte aller à ces élections. Et beaucoup disent que si les élections n'ont pas lieu, ils prendront toutes les dispositions et souvent, ce n'est pas de bonnes dispositions. Monsieur Tal, le réseau Akili a initié la campagne J'oblige mon futur président de la République, qui est un mécanisme de contrôle citoyen de la gestion des affaires publiques par le peuple et pour le peuple. Selon vous, quel peut être et quel doit être le rôle de la société civile? Alors, moi, je ne crois pas en la démocratie sans une opinion publique. L'opinion publique est la sentinelle vigilante. Elle a besoin d'exister, d'être informée, d'être formée et elle a l'obligation d'être exigeante. Alors, si cette sentinelle, cette opinion publique n'est pas là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ceci est écrit dans mon programme de 1992. Je continue à croire que cette sentinelle vient essentiellement de la société civile. Elle est instrumentalisée. Nous n'allons pas nous mentir. J'ai dit, il faut qu'elle soit forte. La première force, c'est savoir se retenir, de ne pas répondre au premier appel d'un pouvoir en difficulté. Sinon, on cesse d'être la société civile, on devient l'antichambre du pouvoir. Ce n'est pas ce qui est forcément recommandé. Il y a à cette mode, nous sommes apolitiques, qui affaiblit la société civile. L'apolitisme n'interdit pas de donner des avis, de prendre position sur les questions politiques, sur à quoi on sert. Voilà des problèmes à régler pour que la société civile puisse remplir toute sa place. Mais je vous ai dit que dans ce que nous faisons à Ouma, nous avons pensé aujourd'hui que la société civile doit plus parler, doit plus s'impliquer et qu'il faut susciter cet élan. Ce que nous avons fait, ce que nous continuons à faire. Nous croyons que la société civile, c'est le second poumon, en plus de la classe politique, pour la bonne marche d'une nation. D'une nation, exactement. Et là, je ne parle pas seulement d'un État, mais d'une nation.
la nation, c'est important. Aujourd'hui, nous constatons que la pauvreté est un véritable fléau qui gagne du terrain et met à mal l'équilibre des familles et des groupes sociaux. Vous nous avez parlé de 500 propositions. Avez-vous réfléchi à un mécanisme qui puisse endiguer cet état de pauvreté extrême? Vous savez, la pauvreté n'est pas forcément notre destin. La pauvreté est la pire des choses. Vous savez, trop pauvre, on a quelquefois même de la peine, je ne dis pas, ne pas avoir même d'assumer ses obligations religieuses, ses obligations sociales, sa dignité d'homme, simplement. Et ce n'est pas par paresse que nous voyons cette pauvreté majeure qui s'accroît dans notre pays. Je crois que là, nous devons, nous, gouvernants politiques, nous remettre fortement en cause et nous interroger sur le pourquoi il y a un pays, le Mali, qui a des potentialités énormes, mais qui vit dans une paupérisation croissante, insupportable. Si cette équation est posée, on revient au déficit de la gouvernance. Personne ne peut dire que le Mali sera un pays très riche en un mandat, mais on peut poser les bases d'une émergence. Comment? D'abord, en mettant en place un État vertueux, exemplaire. Deuxièmement, en impliquant les citoyennes et les citoyens dans la gestion des affaires publiques. 3, en faisant preuve de 2 choses sans lesquelles aucune action publique aussi n'est réussie, c'est la vision et la volonté politique, l'imagination et la hardiesse. En général, la vision, elle est là, mais la volonté ne suit pas. Généralement, les 2 ne sont pas là, malheureusement. Le pilotage à vue a été la règle pendant ces dernières décennies. Or, il faut une vision. Vous savez, la vision ne change pas tous les matins. Et regardez, en 30 ans, on a fait combien de politiques éducatives dans notre pays? Beaucoup. Voyez comment l'instabilité gouvernementale conduit à la remise en cause même de la vision de la politique dans un département donné. Avec de telles pratiques, on ne peut pas avancer. La vision survit aux hommes. Mais il faut qu'il y ait une vision. La volonté politique est impulsée par le sommet. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Ces 2 conditions mises ensemble, on peut espérer avancer. Mais si il y a le management au quotidien, les résultats qu'il faut obtenir pour partager les fruits au mois du partage, il faut être simplement juste. Il ne faudrait pas que quelques personnes, copains, ça juge tout. On nous dit... Ce n'est pas un citron. Nous disons que nous n'avons pas été acteurs du mouvement démocratique, nous étions tout petits, on va dire. Et depuis qu'on a commencé à réfléchir de nous-mêmes, on nous fait des promesses tout le temps, on fait des promesses à l'endroit de la jeunesse, on nous dit que à partir de telle mandature, notre système éducatif sera inviable, etc., etc. C'est la raison pour laquelle je dis que souvent, il y a des visions qui sont là, mais la volonté n'y est pas. Dès que il y a accession au pouvoir, on va dire, après, il n'y a rien qui suit. C'est ce que je dénonce avec vous. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de ceux qui ont mal géré. Même si j'ai dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Pendant ce temps, certains ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la plus grande honnêteté. Mais j'admets avec vous que très souvent, les brigands se sont mis ensemble pour dépouiller le pays. Je l'ai dit parce qu'aujourd'hui, on met tout le monde dans les mêmes pots. C'est dommage parce que, vous savez, une généralisation est toujours abusive. J'ai proposé que pour tous ceux qui veulent assumer des responsabilités publiques, il faut les faire passer par le scanner politique. Ça veut dire quoi pour moi? Mais écoutez, vous venez dire, moi, je veux diriger le Mali dans la plus grande rigueur, dans la plus grande honnêteté, dans la plus grande transparence. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômeurs, je m'occuperai des jeunes. Très bien. Mais dites-nous d'où vient ce que vous avez.
Et pour ce qui concerne les acteurs du mouvement démocratique, pour ce qui concerne tous ceux qui ont géré, nous savons quelle était la fortune des uns et des autres en 1991, 90-91. Nous savons aujourd'hui quelles sont les fortunes des uns et des autres, mais il faut dire d'où ça vient. Beaucoup ne sont pas réceptifs à la déclaration de leur patrimoine. Oui, mais on sait. On sait, ça c'est la formalité. On sait. J'ai dit, il ne faut jamais confondre la naissance d'un bébé et son acte de naissance. C'est sûr. Voilà. Donc, cela dit, quand tu es payé par l'État ou par des organisations internationales, on sait ce que tu gagnes. Maintenant, si tu fais des affaires, c'est un peu plus compliqué. Mais à ce moment, on doit savoir quand même vérifier le patrimoine de chacun. Quand tu dis, avec moi, les jeunes seront au cœur de tout, moi je veux bien. Mais lorsque tu as dirigé un parti, qu'as-tu fait pour la jeunesse de ton parti? Moi je peux dire, je me suis battu pour que pendant 2 législatures à l'Assemblée et 2 mandatures au niveau des mairies, les plus jeunes députés et maires du Mali sont issus de mon parti. C'est une politique, c'est une dédicace. Il y a des choses comme ça, il faut que les gens s'expliquent. Surtout. C'est important. La culture, et la avant révision les des élections, comptes. il ne faut pas qu'on se contente des curriculums vitae embellis, des parcours vidéo projetés avant une cérémonie. Il y a des choses qu'il faut faire. C'est important. Pour que le peuple ne se trompe pas. C'est important. Monsieur Mettal, si vous devez noter l'état de la démocratie malienne sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, quelle note donneriez-vous? Vous savez, ma première et grande vocation, que je garde encore, c'était d'être enseignant. Il se trouve que, ayant conduit les manifestations à l'université de Dakar après l'assassinat de Cabral, je n'ai pas bénéficié de la bourse que je voulais pour enseigner. Je me suis donc senti frustré. Ça m'empêche de donner des notes. Ça vous empêche de donner des notes? Non, aujourd'hui, n'étant pas un enseignant habitué à dire 5 sur 10, 3 sur 10, je n'ai pas cette compétence aujourd'hui. Oui, mais vous êtes quand même un acteur de l'avènement de cette démocratie. Oui, je considère que la gestion d'aujourd'hui est désastreuse. Je m'en suis éloigné. Maintenant, je n'ai pas... Donc, je vais noter à votre place. Je n'ai pas un crayon rouge pour noter. Je vais noter à votre place. Allez-y. 4 sur 10. Moins. Voilà. Monsieur Tal, votre mot de la fin, nous arrivons à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des Maliens? Le Mali est dans une situation critique, difficile. Le Mali a besoin aujourd'hui de tous ces enfants qui veulent et qui peuvent lui apporter quelque chose. Le Mali est dans une situation sécuritaire extrêmement difficile d'où nous devons absolument sortir. Ça ne faisait pas partie des thèmes que vous avez retenus parce que je crois très sincèrement que la sécurité ne se délègue pas. Elle s'assume. Ça ne veut pas dire que demain, on va dire à ceux que nous êtes partis, mais on va leur dire, aidez-nous à bâtir le plus rapidement possible une armée nationale qui puisse prendre votre place parce que vos propres concitoyens pourraient demain ou après-demain s'impatienter et vous demander de rentrer. Donc, le Mali est dans cette situation difficile. Le Mali a besoin de tous ces enfants, de tous les patriotes qui veulent apporter quelque chose. À partir de ce moment, des jugements hâtifs, la complaisance ne doit plus avoir droit de cité. Nous devons savoir exactement ce que nous devons faire et où aller. Je l'ai indiqué, nous avons fait un programme avec 5 piliers principaux. Je voudrais à ce stade évoquer 2, et ce serait mon dernier mot. Allez-y. Le premier, c'est qu'on ne peut rien faire quand on ne sait pas d'où l'on vient et ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous ressourcer dans nos valeurs religieuses et dans nos valeurs traditionnelles, c'est-à-dire notre Dambé. Fortement enraciné, le reste devient possible. Et tout se retrouve
dans cela. La seconde chose, c'est que j'ai la conviction intime que si l'éducation n'est pas placée au cœur de l'action, je ne connais pas un pays émergent ou développé qui a pu atteindre son niveau sans l'éducation. Certains sont peuplés, d'autres ont des grandes superficies, d'autres ont des ressources minières, mais la constante, ce qui ne varie pas, c'est l'éducation qui permet l'emploi, qui permet la richesse, qui donne la dignité. Et chacun le fait chez soi. On met la priorité sur ses enfants. Il faut qu'au niveau national, on puisse faire exactement la même chose. Dans la transparence, parce que l'injustice, personne ne supporte. Dans la justice, l'injustice, personne ne supporte. Et je suis sûr que si ces conditions sont réunies, si les Maliens commencent à croire en cela parce que les dirigeants le font, nous nous retrouverons très rapidement avec un Mali autre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Incarne les changements que tu souhaites voir advenir, disait le Mahatma Gandhi. Nous, au niveau de l'initiative J'oblige mon futur président de la République, nous militons pour une culture de reddition des comptes. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine. Merci à vous.